Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation aux situations à nombreuses victimes. Cette vidéo s'adresse en particulier aux secouristes titulaires du PSE2 en vue d'une formation continue, mais elle pourra être consultée par des PSE1 en formation initiale. Les différents modules que nous allons aborder tout au long de cette vidéo sont les suivants. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une situation à nombreuses victimes et quelles en sont les principales caractéristiques. Puis nous rappellerons les principes généraux de la prise en charge de ces situations à nombreuses victimes qui varient des prises en charge habituelles effectuées par les secouristes. Le module suivant sera consacré à ce qu'on appelle le repérage secouriste, également appelé triage, vous en avez probablement entendu parler. Il s'agit d'évaluer en fonction de l'état de la victime quelle suite à donner et comment préparer son évacuation. Et pour aller plus loin, je vous propose de consulter quelques liens qui vous permettront d'approfondir cette pratique. Par définition, on considère qu'une situation à multiples victimes est une situation accidentelle d'ampleur. Cette situation d'ampleur, elle se caractérise par un nombre de victimes soit avérées, c'est-à-dire les victimes sont déjà présentes, soit potentielles, parce que la situation est évolutive, et ce nombre de victimes est important car il est supérieur au nombre de secouristes qui peuvent justement traiter ces victimes-là. Ces événements particuliers ont normalement une durée limitée dans le temps, mais nécessitent pour traiter un maximum de personnes d'adapter nos méthodes de travail. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette formation. Situation à multiples victimes, situation à nombreuses victimes, ou bien accident catastrophique à effet limité. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes et ils regroupent exactement la même situation. Un afflux brutal mais relativement limité de victimes, de 10 à une centaine, une gravité variable, les victimes peuvent être visiblement gravement atteintes ou peuvent visuellement ne présenter aucun symptôme, ne présenter aucun dégât. Ces victimes peuvent être atteintes de manière physique mais également psychologique et il ne faut pas négliger cet aspect dans la prise en charge. Et enfin, ce qui caractérise un ACL, un accident catastrophique à effet limité, c'est qu'il y a au début de cet accident une inadéquation entre les besoins pour prendre en charge les victimes et les moyens matériels ou humains disponibles. Imaginez la situation, vous êtes sur votre dispositif prévisionnel de secours pour un match de foot, vous êtes une équipe de 4 ou de 6 secouristes, les gradins s'effondrent, et bien, il existe à ce moment-là une inadéquation entre les besoins et les moyens disponibles et on rentre dans une situation accidentelle d'ampleur. Les causes, vous pouvez en imaginer certaines, des accidents de trafic, que ce soit un accident routier, que ce soit des accidents ferroviaires, que ce soit des accidents nautiques, maritimes, des accidents aéronautiques également. Des incendies, l'incendie peut être traité parce que le nombre de victimes peut augmenter très rapidement en fonction de comment l'incendie est traité et comment il évolue. Cet incendie peut aussi se déclarer dans des habitations collectives ou des établissements de soins qui vont rajouter à la difficulté parce que les personnes qui sont déjà présentes dans cet établissement seront déjà potentiellement des personnes qui ne pourront pas se déplacer par ses propres moyens. Vous avez également l'effondrement de structure, les accidents type sociaux, une manifestation avec un mouvement de foule ou des grands mouvements de foule, des agressions collectives, des actes de terrorisme, les catastrophes naturelles limitées, on parle d'avalanches, de glissements de terrain, de tremblements de terre, d'inondations, de raz-de-marée, de tornades, de coulées de boue, les catastrophes technologiques, par exemple des fuites de produits chimiques, d'explosions de matières dangereuses, une rupture de barrage, et enfin des incidents infectieux, intoxication collective, des épidémies ou du terrorisme, bioterrorisme, avec la libération d'agents toxiques. Donc on voit que les causes sont très variées, on peut y être soumis même lors de nos dispositifs prévisionnels de secours, et c'est pour ça qu'il faut savoir s'y préparer. Quelques caractéristiques pour déterminer justement ce qu'est une situation à nombreuses ou à multiples victimes. On l'a dit, présence de plusieurs victimes, réelles ou potentielles. Attention, réel ne veut pas forcément dire qu'on voit les dégâts sur la victime, ça veut simplement dire qu'on constate les effets immédiatement, et potentiel parce qu'on peut l'évaluer dans le temps. Les dégâts matériels sont souvent importants, et je l'ai dit, l'inadéquation initiale et temporaire entre les moyens et les besoins qui fait qu'on doit adapter notre prise en charge pour pouvoir sauver, évaluer le plus grand
nombre de personnes, contrairement à une situation classique où toute l'équipe va être dédiée à traiter la victime la plus grave. On verra que c'est pas forcément le cas dans le cas des situations à nombreuses victimes. Si les blessés sont suffisamment nombreux, c'est une situation inhabituelle. Alors, ça peut être un peu flou, blessés suffisamment nombreux, ça signifie simplement qu'à un instant T, le nombre de blessés graves est supérieur au nombre de secouristes présents. Ça peut être un des éléments pour vous permettre de le prendre en charge. Ce nombre, il n'est pas forcément facile à appréhender dès le début de la manifestation. Pourquoi? Parce que la plupart des blessés valides, c'est-à-dire qui peuvent se déplacer par eux-mêmes, vont avoir tendance à fuir. Et ça, c'est compliqué, parce que ce n'est pas parce que les blessés sont valides juste après l'accident que leur état de santé n'est pas préoccupant. Et on aura l'occasion d'y revenir. Les lésions, elles peuvent être uniques ou multiples, visibles ou non, à conséquences immédiates ou retardées. Quand on parle de conséquences retardées, on peut parler à toutes les lésions qui ont un temps de latence, c'est-à-dire qui vont prendre un certain temps avant de s'exprimer. L'effet de blast ou l'effet de souffle, en cas notamment d'explosion importante, les dégâts et les dommages internes dus à l'effet de souffle vont mettre un certain temps avant de se présenter. Et c'est pour ça qu'il est important que toutes les personnes impliquées, y compris celles qui ne sont pas forcément blessées, restent sur les lieux. On verra un lieu qu'on appelle le PRV, le point de rassemblement des victimes, qui permettra à ce que toutes les victimes soient examinées, même si à un instant T, elles ne présentent pas de symptômes. Euh, Dans les lésions qui entraînent des états de latence, on parle également du crush syndrome ou la compression prolongée des membres, quelqu'un qui est resté enseveli pendant un certain temps, donc ça vous pouvez le voir dans votre PSE2, l'exposition à des toxiques qui peuvent ne pas se manifester immédiatement. Ce qui caractérise également un ACL, c'est l'accès aux victimes. Il peut être immédiat, mais les victimes peuvent aussi être recouvertes ou emprisonnées, ce qui va nécessiter des moyens supplémentaires afin d'accéder à ces victimes, de pouvoir les dégager en toute sécurité. Bien souvent, quand les victimes sont emprisonnées, ensevelies, on va avoir besoin de recourir à des moyens spécialisés. Et enfin, l'environnement de l'intervention change beaucoup puisqu'il y a souvent du bruit, de la poussière, des gens qui crient. C'est pas une situation qu'on a l'habitude forcément de rencontrer. Je parlais un peu plus tôt de personnes qu'on appelle des impliqués, bien des valides, ou encore juste des éclopés. On retrouve également ce terme dans la littérature. On peut caractériser un impliqué comme étant une personne non blessée, mais néanmoins victime de l'événement. Je l'ai dit, il y a chez ces personnes une importante nécessité à ce qu'elles restent sur les lieux de l'événement de façon à ce qu'elles soient prises en charge par les médecins. Alors elles ne le seront pas immédiatement, mais il faut bien sûr qu'elles soient évaluées. Ça c'est pour l'aspect, j'allais dire physique, physiologique, mais il y a également un aspect psychologique qu'il ne faut pas négliger. Souvent ces personnes ont perdu des proches, ont perdu de vue des amis, des enfants dans la situation. Ils ont pu assister à des scènes très difficiles, mais également ils ont pu avoir des pertes matérielles importantes. Imaginez des personnes qui ont perdu leur habitation, voilà, ce genre de choses. Donc la prise en charge est nécessaire aussi bien au niveau d'un point de vue psychique que d'un point de vue physique pour une évaluation par les médecins. Ces impliqués doivent être regroupés au sein d'une zone dédiée qu'on appellera le CAI, le centre d'accueil des impliqués, qui se trouvera à l'abri bien évidemment. Dans ce CAI, on va retrouver les secouristes qui seront là pour accueillir, aider et avoir une écoute réconfortante, une écoute active. L'objectif du secouriste dans ce centre d'accueil des impliqués, c'est de favoriser l'expression des émotions, donc être là pour les personnes, les écouter et les encourager à s'exprimer. Bien sûr, en attendant, la cellule d'urgence médico-psychologique, CUMP, vous avez probablement déjà entendu ce terme, qui est composé de médecins, de psychologues, et qui sont là pour traiter les premiers effets de ce stress dépassé, de situation potentiellement traumatique par la suite. Donc les impliqués, les personnes qui ne souffrent visiblement pas, doivent être prises en charge par un secouriste, à minima, le temps que les renforts arrivent, et ces personnes devront être évaluées. Dégâts matériels importants, ça effectivement on en a parlé. Très souvent, les dégâts engendrés par un accident, ils sont importants, étendus,
Ils vont toucher les véhicules, les habitations, les constructions, des établissements sanitaires, des établissements industriels. Ce qu'il faut faire attention à ça, c'est qu'il existe des risques pour les intervenants. On pense aux risques persistants, un feu qui est toujours présent, des fumées, éventuellement des fuites toxiques. On ne sait pas forcément ce qu'il y a dans cet établissement ou dans cette industrie. Il faut également prendre en compte les risques d'éboulement. Le sol ne peut ne pas être stable, la structure peut menacer de s'effondrer. Et donc tout ça va rendre l'accès au site de la catastrophe aux victimes difficile et laborieux. Bien entendu, vous devez agir en toute sécurité en attendant les renforts. Les premiers intervenants vont rapidement être débordés lors d'une situation à nombreuses victimes, c'est normal. Et l'important, c'est d'avoir en tête des méthodes que je vais vous présenter, qui sont des méthodes spécifiques pour pouvoir limiter les effets du sinistre et prendre en charge le plus rapidement possible et le plus efficacement possible le plus grand nombre de victimes. Euh, Cette prise en charge, elle s'intègre dans une organisation de secours qui s'appelle ORSEC. Vous avez peut-être entendu parler de plan ORSEC. ORSEC, en fait, ça signifie Organisation et réponse de la sécurité civile. Ce sont plutôt des guides qui se déclinent et qui vont permettre justement d'organiser la réponse des moyens publics, la préfecture, le SAMU, les pompiers, le SDIS, les forces de l'ordre, ils vont les associations de sécurité civile, tout va s'articuler pour une prise en charge et une montée en effectif, c'est-à-dire que le dispositif va grandir au fur et à mesure. Vous avez peut-être entendu anciennement parler des plans rouges, plans blancs, pardon. Tout ça, ça a été transformé dans cette réponse ORSEC, Organisation et réponse de la sécurité civile. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est un plan qu'on appelle le plan NOVI, N-O-V-I, pour nombreuses victimes. Et c'est dans ce plan NOVI que nous, associations, nous allons nous intégrer, soit en tant que primo-intervenant, parce qu'on était les premiers lorsque ça s'est arrivé, soit on le verra plus tard pour le ramassage et éventuellement l'évacuation des victimes. Donc tous ces moyens, ils vont être déclenchés parce que nous, primo-intervenants, on aura fait un bon bilan et on aura passé une alerte rapidement. Si on parcourt un peu ce qu'on appelle le zonage, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail d'ici, il y aura une autre formation qui sera dédiée à ça, mais ça me semblait important de vous le présenter. Vous avez le plus à gauche là une zone rouge, une zone encore plus rouge à l'intérieur. Ces zones-là, ce qu'on appelle les zones chaudes, les zones de combat. La zone la plus rouge, c'est ce qu'on appelle la zone d'exclusion. Dans cette zone-là, aucun secouriste n'est autorisé à rentrer. C'est l'apanage des forces de l'ordre et éventuellement d'un médecin de l'avant. Mais dans cette zone-là, il y a trop de dangers, les secouristes n'y ont pas accès. Ce qui va se passer, c'est que les forces de l'ordre vont organiser un premier ramassage pour ramener les victimes au PRV, au point de rassemblement des victimes. Et c'est uniquement dans cette zone-là que nous allons intervenir, bien évidemment, pour organiser le ramassage. Le ramassage, c'est prendre en charge une victime et éventuellement la stabiliser de manière très très rapide, arrêter une hémorragie, une position d'attente, une PLS, une libération des voies aériennes, et enfin ramener cette victime sur le PMA. Le PMA, c'est le poste médical avancé, là où toutes les victimes vont être évaluées par un médecin qui décidera de les envoyer éventuellement vers une évacuation. Donc vous avez la noria d'évacuation qui se trouve à l'arrière, et cette noria d'évacuation va permettre de prendre en charge les victimes au PMA et de les envoyer vers les structures hospitalières de la région par différents moyens que le médecin chef du PMA décidera. Donc encore une fois, si vous êtes les primo-intervenants sur une situation à nombreuses victimes, la première des choses à faire, c'est de se mettre à l'abri et de comprendre ce qui s'est passé. Une fois qu'on est à l'abri, on peut aller faire le triage ou le repérage des victimes, mais si le danger persiste et qu'on ne peut pas s'approcher de la zone, même s'il y a des victimes, prenez les exemples des fusillades, des derniers exemples que vous avez, tant que la zone n'est pas sécurisée, eh bien, nous n'intervenons pas. D'accord ? Il faudra bien attendre le signal des forces de l'ordre pour pouvoir agir. Que doit permettre du coup l'action de secours? On doit pouvoir procéder à une reconnaissance rapide du site, assurer la sécurité, transmettre sans délai les informations recueillies et demander des renforts, procéder au repérage des victimes et réaliser les gestes de secours les plus urgents. Je parlerai de gestes de survie dans cette formation.
Procéder à une reconnaissance rapide du site, ça veut dire évaluer rapidement le nombre de victimes et s'il y a des difficultés d'accès qui vous semblent visibles immédiatement. Ça permettra dans le message d'alerte que vous allez passer de pouvoir engager dès le départ des moyens spécialisés si c'est nécessaire. Assurer la sécurité, c'est d'abord assurer la sécurité de l'équipe, des intervenants et donc de vous-même. C'est vous mettre à l'abri tant qu'on n'a pas une vue claire sur la sécurité et sur ce qui s'est passé sur la situation. C'est également mettre en sécurité les impliqués qui peuvent se déplacer, éventuellement en les regroupant dans une structure, en leur expliquant qu'il faut qu'ils restent là jusqu'à l'arrivée des renforts. Procéder au repérage des nombreuses victimes, ça fera partie de ce qu'on verra tout à l'heure, et on verra quels gestes de secours on peut utiliser, on peut réaliser lors d'une situation à multiples victimes. Le repérage secouriste, justement. Vous en avez probablement entendu parler. Un autre nom pour le repérage secouriste, c'est ce qu'on appelle le triage. C'est la même chose. Ça va servir effectivement à évaluer l'état des victimes de façon à ce que quand les équipes médicales et les renforts arrivent, on puisse s'occuper en premier des victimes les plus graves. Quand est-ce qu'on réalise un triage? On réalise un triage ou un repérage secouriste dès qu'on se trouve en présence de plusieurs victimes et que le nombre de victimes graves est supérieur au nombre de secouristes présents ou que nos moyens sont dépassés. À quoi ça sert? Trois choses. Premièrement, localiser les victimes. Où est-ce que se trouvent toutes mes victimes et où est-ce que se trouvent mes victimes les plus graves? Ça nous sert à ça le repérage. Déterminer les victimes qui nécessitent une action de secours immédiate. C'est des victimes pour lesquelles on ne peut pas attendre, des victimes qui présentent une détresse vitale. Et enfin, déterminer les victimes qui devront être médicalisées prioritairement. Ça, c'est excessivement important. Typiquement, on a localisé les victimes, elles présentent une hémorragie extrêmement importante. On va arrêter cette hémorragie, mais cette victime devra bénéficier en priorité de l'attention médicale. Par contre, on a localisé une victime, elle présente une fracture simple, douloureuse, mais qui ne menace pas, qui n'a pas de détresse vitale, et bien cette victime-là bénéficiera de soins médicaux, bien sûr, mais dans un second temps. Quels sont les moyens qu'on a à disposition? Il y en a plusieurs selon la structure dans laquelle vous vous trouvez. Des fiches d'identification avec ou sans numérotation, des bracelets de différentes couleurs. Vous avez peut-être entendu parler ou vous entendrez parler d'un système qui s'appelle Sinus qui permet également de repérer les victimes. Ça c'est bien quand on l'a et qu'on l'a à disposition. Par contre, on peut aussi dans un premier temps noter les victimes à l'aide d'un stylo. C'est ce qu'on peut avoir le plus souvent sur soi quand on est confronté à une catastrophe. Et l'objectif, c'est surtout de pouvoir rendre compte et de dire, ben voilà, à tel endroit j'ai des victimes dans tel état grave ou pas. Quelques catégories de tri. La première des choses à avoir en tête, c'est que on va demander aux victimes lève-toi et marche. En gros, ça veut dire que toutes les victimes qui peuvent se déplacer par elles-mêmes ou éventuellement avec une aide à la marche, on va les considérer comme étant des impliqués et donc elles vont être mises ensemble au PRV en attendant la suite des événements. Ces victimes-là, on leur attribuera la couleur verte que vous avez en bas, victime consciente qui ne présente pas de détresse vitale, qui peut se déplacer seule ou avec de l'aide. Couleur verte. Maintenant, couleur jaune, victime consciente qui ne présente pas de détresse vitale et qui ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas de détresse vitale, on va voir comment on les évalue. Et la victime ne peut pas se déplacer, même avec une aide à la marche. Je parlais tout à l'heure des fractures ou des traumatismes de membres. Personnes qui sont très douloureuses, par exemple, ça peut arriver. Couleur jaune. Couleur rouge, victime qui a perdu connaissance et qui respire, éventuellement après avoir fait une libération des voies aériennes. Vous arrivez sur la victime, vous évaluez la connaissance, elle est inconsciente, vous faites une LVA, elle respire, vous attribuez une couleur rouge. Une victime qui est consciente, mais qui présente une détresse vitale évidente. Alors je rappelle ce que c'est qu'une détresse vitale évidente dans le cas des situations en nombreuses victimes. C'est une victime qui a une fréquence respiratoire supérieure à 30 par minute, donc ça se voit assez facilement et ça s'évalue très vite, ou une fréquence cardiaque qui est supérieure à 120 par minute. Chez l'adulte, bien sûr, vous évaluez ça en prenant le pouls en radial. Si c'est un pouls rapide ou un pouls filant, par exemple, voilà, vous avez des indices qui vous donnent l'état de la victime. Et enfin, une victime qui présente une hémorragie, on sait que c'est une urgence vitale qu'il va falloir traiter immédiatement. Donc les victimes qui auront la couleur rouge que vous aurez attribuée seront les victimes qui seront vues et évacuées en premier, puis viendront les victimes jaunes et enfin les victimes vertes. Dans le cas des situations à multiples victimes,
il y a quelque chose d'important à comprendre et qui change fondamentalement de ce qu'on fait d'habitude. Pour les victimes dont le décès ne fait aucun doute, tête séparée du tronc, victime déchiquetée ou démembrée ou avec une raideur cadavérique, effectivement, on va laisser la victime sur place, il n'y aura pas de tentative de réanimation. Il en va de même pour une victime qui a perdu connaissance et qui ne respire pas après la réalisation d'une libération des voies aériennes. Vous évaluez la conscience, elle est inconsciente, vous faites une LVA, la victime ne respire pas, et bien cette victime ne bénéficiera pas de RCP. Vous ne pourrez pas débuter la RCP sur cette personne tant que le nombre de secouristes n'est pas suffisant. L'objectif, c'est de sauver le plus grand nombre de personnes avec les moyens les plus petits, enfin en tout cas les moyens que vous avez à votre disposition à ce moment-là. Et donc effectivement, noir, victime dont le décès ne fait pas de doute, ou victime inconsciente et qui ne respire pas. Rouge, victime qui a perdu connaissance et qui respire, ou qui présente une détresse vitale évidente, ou qui présente une hémorragie, couleur rouge. Couleur jaune, consciente, qui ne présente pas de détresse vitale mais qui ne peut pas se déplacer. Et enfin couleur verte, victime consciente qui ne présente pas de détresse vitale mais qui peut se déplacer seul ou éventuellement avec de l'aide. L'aide, c'est pas forcément un secouriste qui peut l'apporter, hein, ça peut être un autre témoin qui va aider la personne à la mettre sur son épaule et puis à avancer jusqu'au point de rassemblement des victimes. Concrètement, comment ça marche? Quand vous arrivez face à une situation, on ne sait pas forcément où donner de la tête, donc il y a quelques méthodes qui sont là pour nous aider. La première des choses, c'est d'aborder les victimes les unes après les autres, en commençant par la victime la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. Okay, le but, c'est pas de s'éparpiller, de courir vers la victime potentiellement la plus grave. Le repérage secouriste, c'est évaluer toutes les victimes pour savoir ce qu'on va faire quand on aura du renfort. Donc les unes après les autres, et on commence par la victime la plus proche de vous. Si vous voyez une victime qui a déjà été identifiée, qui porte déjà son bracelet et sa fiche d'identification, vous ne perdez pas de temps à réévaluer, vous passez à la victime suivante jusqu'à ce que tout le monde soit vu. Une fois que vous êtes sur votre victime, vous réalisez un bilan d'urgence succinct. Je rappelle que ce bilan d'urgence, il vise à 4 choses. Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle présente une détresse vitale? Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle peut se déplacer? C'est ça votre bilan, d'accord? On ne va pas chercher plus loin pour le bilan d'urgence dans le cas des situations à multiples victimes. Et bien sûr, on ne réalise uniquement des gestes de secours qui sont là pour la survie. Les gestes qu'on va pouvoir réaliser sont la libération des voies aériennes, de façon à vérifier la ventilation, la mise en position latérale de sécurité, l'arrêt d'une hémorragie, pansement compressif, garrot, vous connaissez les techniques. On pourra également réaliser une mise en position d'attente, position semi-assise, position jambes surélevées, en cas de plaie à l'abdomen par exemple. Voilà les gestes qu'on va réaliser dans le cadre de la prise en charge des secours. Tous les autres gestes, des gestes de confort ou des gestes d'immobilisation, même, on les fera une fois qu'on aura vu tout le monde et une fois qu'il y aura suffisamment de moyens engagés. Si on parcourt un petit peu l'arbre de décision, on va commencer, effectivement, si la victime est visiblement décédée, on ne déplace pas la victime, on attribue une fiche noire. Si ce n'est pas le cas, on va vérifier est-ce qu'elle a perdu connaissance. Oui, elle a perdu connaissance. Dans ce compte-là, on va vérifier si elle respire en effectuant éventuellement une libération des voies aériennes. Est-ce qu'elle respire? Non, donc elle est inconsciente, elle ne respire pas. Fiche noire, on ne déplace pas la victime. Maintenant, si elle est inconsciente, qu'elle respire, on va la mettre en position latérale de sécurité, fiche rouge, et on passe à la victime suivante. Vous commencez à comprendre, je pense, le mécanisme. On reprend. La victime, est-ce qu'elle a perdu connaissance? Non. Est-ce qu'elle présente une détresse vitale? Donc je rappelle, les détresses vitales, c'est soit la présence d'une hémorragie, soit la présence d'une fréquence respiratoire supérieure à 30 mouvements minute, soit la présence d'une fréquence circulatoire d'un pouls supérieur à 120 par minute. Est-ce qu'elle présente une détresse vitale? Oui. On fait le geste de secours adapté, donc je l'ai dit, on arrête l'hémorragie, on met éventuellement la victime en position d'attente. On attribue une fiche rouge et on passe à la fiche suivante, à la victime suivante, pardon. Si la victime ne présente pas de détresse vitale, est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle peut se déplacer par elle-même ou éventuellement avec de l'aide? Oui, on attribue une fiche verte, rassemblement au point de rassemblement des victimes. Non, elle est valide, mais elle ne peut pas se déplacer, ou alors elle présente un traumatisme de membre ou une situation qui fait qu'elle ne peut pas se déplacer, même avec de l'aide. Pas de geste de secours, on laisse sur place, fiche jaune, et elles seront évaluées dans un second temps, une fois que toutes les victimes fiches rouges auront été prises en charge.
Voilà, je vous laisse éventuellement faire une petite pause sur cette vidéo et bien relire cet arbre de décision à tête reposée. Voilà, on a vu ensemble le maximum des éléments, en tout cas la base pour les situations à multiples victimes. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est le repérage dont je vous ai parlé, effectivement avec les arbres de décision, et le fait de rendre compte. Une fois que vous avez terminé votre repérage, bah, le but c'est d'aller voir votre chef et de donner le maximum d'informations pour que lui puisse les transmettre au PC, se mettre à disposition des autorités et à partir de ce moment-là, bah, commencer les NORIA de ramassage, d'évacuation vers un poste médical avancé, et éventuellement les NORIA d'évacuation. Pour aller un peu plus loin sur ce module et sur cette situation, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder les formations complémentaires sur les plans de secours, Orsec et Novi, les repérages des risques particuliers, on n'en a pas parlé, mais notamment les risques chimiques avec l'identification des produits toxiques qu'on peut voir notamment sur certains camions qui transportent des produits chimiques ou sur des bidons et du matériel. La prise en charge des plaies soufflantes, alors un petit rappel au niveau du traitement des plaies, si vous voyez une plaie au niveau du thorax qu'on appelle une plaie soufflante, il ne faut surtout pas que le pansement soit occlusif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le pansement recouvre complètement la plaie, faute de quoi la victime va s'étouffer. Pour réaliser un pansement trois côtés, ce que vous pouvez faire de manière très simple, sans avoir besoin de matériel spécifique, vous prenez la partie transparente de l'emballage des compresses, vous appliquez le côté stérile sur la plaie soufflante, vous le maintenez avec de l'élasto, avec du sparadrap, avec du chatterton, enfin avec ce que vous avez sur les trois côtés. Vous laissez le côté le plus bas ouvert de façon à ce que d'éventuels liquides puissent s'écouler et que surtout la sortie d'air du thorax puisse se faire à l'expiration, mais que l'entrée d'air dans le thorax ne puisse pas se faire à l'inspiration puisque le pansement va venir coller. Attention, si vous avez mis en place un pansement trois côtés, à vérifier qu'il ne devienne pas occlusif, justement parce qu'il y a des liquides, du sang qui s'écoule. D'accord. Si c'est le cas, il faut refaire le pansement, parce que s'il devient occlusif, la victime va vraiment suffoquer et elle ne pourra plus respirer. On aura l'occasion de faire une vidéo dédiée à la prise en charge de ces plaies. Et enfin, je vous indique une vidéo que je trouve assez bien faite par un service départemental d'incendie et de secours sur une méthode qui s'appelle Marche, qui est en fait une méthode de repérage et d'évaluation des victimes, START pour le repérage et Marche pour l'évaluation des victimes. Vous avez le lien ici, mais vous pouvez taper démonstration Marche sur YouTube, vous l'aurez également. Cette méthode en fait reprend ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt sur la recherche des détresses vitales, mais il le fait d'une façon un petit peu différente avec M pour massive bleeding, donc hémorragie massive. Qu'est-ce qu'on fait? On traite en posant des garrots sur les membres ou un pansement hémostatique. N'oubliez pas, en cas de traitement d'une hémorragie importante, en plus du garrot ou du pansement compressif, il va falloir lutter très vite contre le refroidissement de la victime. Donc couverture de survie, on recouvre les victimes, c'est important. A pour airway, donc pour les voies respiratoires, libération des voies aériennes, extraction éventuellement de débris dans la bouche. PLS, si inconscient, d'accord, donc si elle respire, qu'elle est inconsciente, on met en PLS, sinon les positions d'atteinte. R pour la respiration, avec notamment les plaies soufflantes, d'accord, donc vous avez ici différents éléments sur comment poser les pansements trois côtés, s'il y a une plaie unique, si les plaies sont transfixiantes, c'est-à-dire qu'elles traversent de part en part le thorax, ou s'il y a plusieurs plaies sur le même poumon, de façon à empêcher, prévenir une dégradation. C pour la circulation, vérifier un peu tout ce qui y est lié, notamment l'efficacité des garrots, notamment le pouls radial. H pour la tête et les hypothermies, donc l'évaluation neurologique et la prévention de l'hypothermie, hein, on en parle, et eux pour les évacuations. Donc ça c'est une démarche pour aller plus loin, pour compléter tout ce que vous avez appris aujourd'hui, mais je reviens vraiment sur les fondamentaux, c'est ça, connaissez votre arbre de triage par cœur et prenez les victimes les unes à la suite des autres. Voilà, j'espère que cette formation vous aura appris certains éléments pour ceux qui découvraient, vous en aura rappelé d'autres pour ceux qui le suivaient dans le cadre d'une formation continue. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la page ou bien nous envoyer un mail ou nous contacter sur les différents réseaux sociaux. Merci de votre attention.